Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Politique, l'année 2023, une année qui annonce bien la couleur pour les Palestiniens. Ils savent désormais parfaitement à qui ils ont affaire, non pas que par le passé ils ne savaient pas qu'ils étaient confrontés à une entité sioniste raciste et colonisatrice, en plus d'être dangereuse, mais avec la venue d'un nouveau gouvernement d'extrême droite, les choses se précisent et prennent les formes réelles, sans retouche, de l'État sioniste. Ben Gvir fait sa première sortie, choisissant l'esplanade Al-Aqsa, avec tout ce qu'elle porte en elle de symbolique pour les musulmans. Voilà qui met les feux aux poudres. Le monde s'inquiète et s'indigne. Le statu quo d'Al-Aqsa est intouchable et toute violation est jugée inacceptable, diront les États-Unis. À l'appel de plusieurs pays arabes, européens ou encore la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité, ont appelé au respect de ce statu quo que l'entité sioniste tente par tous les moyens d'ignorer et de fouler sous ses pieds. Sommes-nous face à un nouveau visage du gouvernement de l'occupation sioniste? Ce sont des questions auxquelles nous tenterons de répondre. Le débat est lancé. Très bien. Alors, pour en parler ce soir avec nous, nous avons M. Jacob Cohen, écrivain et militant antisioniste. M. Jacob Cohen, vous êtes avec nous depuis Paris par Skype. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Nous avons également avec nous M. Badis Renissa, expert en questions internationales et président du think tank Émergence. M. Badis Renissa, bonsoir et merci également d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci, c'est un plaisir. Merci. Pour commencer, je vais me tourner vers vous, Monsieur Jacob Cohen. Alors, Ben Gvir sur l'esplanade d'Al-Aqsa, une provocation sans pareil. Sommes-nous en train d'assister justement à ce nouveau visage que réserve ce gouvernement d'extrême droite aux Palestiniens? En fait, c'était écrit à l'avance, c'est-à-dire que depuis longtemps, enfin depuis les accords d'Oslo, on ne se faisait pas d'illusions sur la volonté sioniste d'accaparer Jérusalem, Al-Quds, et de la judaïser. Et d'ailleurs, ils y sont arrivés, enfin en grande partie. Bon, il reste, c'est vrai, que l'esplanade de Al-Aqsa. Alors, ils vont essayer de grignoter petit à petit. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des mesures, soi-disant pour la liberté religieuse de chacun. Et malheureusement, le problème, c'est que même s'il y a une plainte au Conseil de sécurité, la position israélienne est malheureusement très forte sur le plan diplomatique international. Les États-Unis, l'Europe, la Chine ne peuvent pas grand-chose contre Israël. Et donc, finalement, c'est vrai, Israël peut reculer un petit peu, faire semblant de reculer, mais leur volonté est incroyablement forte. Ils veulent aller de l'avant. Ce qu'il a de nouveau, ce gouvernement, c'est qu'il a parmi eux non seulement des fascistes, mais des messianistes, des mystiques messianistes. Ça veut dire qu'ils rêvent de reconstituer le troisième temple sur l'esplanade. Oui, absolument. D'ailleurs, tout est prêt pour la construction du troisième temple. Il y a les outils ont été créés, etc., les plans et tout. Et donc, ils vont fatalement y aller de l'avant, de façon peut-être un peu moins ouverte, peut-être plus cynique, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ils iront de l'avant, voilà. Très bien. Monsieur Renissa, alors d'abord, que pensez-vous de cette prise d'assaut de l'esplanade d'Al-Aqsa, en sachant pertinemment que le statu quo, justement, d'Al-Aqsa interdit que les non-musulmans accèdent à cette esplanade? Permettez-moi de dire effectivement que l'entité sioniste est fidèle aujourd'hui à son image, est fidèle au fait à ses perspectives et surtout à son projet sibyllin pernicieux qu'elle porte, en tout cas aujourd'hui plus que jamais avec l'émergence, comme vous l'avez dit, d'un gouvernement, je rappelle, et c'est pas un petit détail, un gouvernement le plus extrême de l'histoire de l'entité sioniste, rappelons-le. C'est dire qu'effectivement aujourd'hui,
suprémaciste, et raciste et surtout colonialiste. Donc, il vient, si vous voulez, et là, vous me permettez un peu juste d'ouvrir une petite parenthèse pour comprendre un peu en amont qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'aboutissement, effectivement, mais ce n'est que le début. On n'est pas à l'abri d'une troisième intifada aujourd'hui. Mais rappelons que c'est l'émergence de ce gouvernement tenu par un certain Benyamin Netanyahou qui vient dans un contexte très particulier, très singulier, à savoir, il vient... ou en tout cas, il essaye de redorer son image de Premier ministre, qui a été écornée par, en tout cas d'après lui, par plusieurs défaites par le passé, qu'elle soit d'ailleurs dans sa politique intérieure, mais aussi vis-à-vis de la cause palestinienne. Donc aujourd'hui, il revient sur la scène internationale et sur la scène politique nationale avec certains compromis, je dirais, pour pas dire des compromissions, avec notamment la phalange la plus extrême de l'entité sioniste, à savoir cette orthodoxie rigoriste qui croit encore une fois au grand projet du Grand Orient, à savoir fouler le pied sur l'esplanade des grandes mosquées, mais ce n'est qu'un début, puisqu'au fait, il y a un projet beaucoup plus qui va soumettre ou écraser davantage un peuple palestinien qui vit déjà dans une prison à ciel ouvert. Oui, Monsieur Jacob Cohen, est-ce que par cette provocation aujourd'hui, c'est un message que le gouvernement d'extrême droite essaye de faire passer pour tous ceux qui voudraient bien voir et entendre? Voilà, disons que c'est une provocation, une première provocation. Voilà. Vous savez que Ben Gvir, il faut le rappeler, il appartient au mouvement CAR, c'est-à-dire le mouvement qui, en 1990, a été interdit par la Cour suprême israélienne, ses positions racistes. Il a été interdit de se présenter au Parlement. C'est dire à quel point Israël a fait un saut incroyable. Je rappelle les déclarations du numéro 2 de l'armée israélienne il y a 4 ans, suite au vote de la loi sur la nation du peuple juif, qu'Israël lui rappelait le début de l'Allemagne des années 30. Et donc, là, aujourd'hui, le ministre a mis un jalon. Je ferai juste une précision. L'esplanade d'Al-Aqsa n'est pas interdite aux Juifs. Il leur est interdit, selon la loi, voilà, d'y prier. Et donc, et même sur ce plan, les Juifs y vont et font semblant, enfin, ils vont juste une prière, mais en fait, ils grignotent. Et d'ailleurs, on voit bien que vous savez, la vieille ville de Jérusalem, elle a été à moitié conquise, enfin habitée aujourd'hui par les Juifs. Jérusalem est petit à petit grignoté par les Juifs. Et finalement, en fait, leur but, c'est ça. Ils vont continuer à faire des petites provocations jusqu'à ce qu'ils arrivent à... La déclaration du ministre, c'est quoi? Après tout, nous sommes pour la liberté religieuse de chacun, des musulmans, des chrétiens et même des juifs. Pourquoi les juifs leur serait-il interdit d'aller dans cette esplanade? Voilà. Et si on inversait la vapeur, Monsieur Jacob Cohen, si les musulmans disent pourquoi les murs de lamentation nous seraient-ils interdits, pourquoi on n'irait pas prier ailleurs, nous aussi? Est-ce que ça donnerait la même vision des choses concernant cette liberté religieuse? Non, mais ils sont les conquérants. Oui. Enfin, je veux dire, le conquérant impose sa loi quand même. Voilà, donc même les Arabes tolérés dans Jérusalem, à Jérusalem-Est, Jérusalem arabe, ils vivent quand même toujours dans la crainte d'être dépossédés. On l'a vu avec Sheikh Jarrah, on l'a vu pendant le Ramadan 2021-2022 aussi. Voilà, donc les destructions de maisons sous des prétextes divers, les titres de propriété qui sont remis en cause, ou carrément des viols de maisons. Donc en fait, c'est un grignotage, ou bien des offres extraordinaires de rachat de maisons ou d'immeubles. Donc en fait, c'est une politique systématique qui petit à petit, c'est ça aussi le cynisme de la politique israélienne, c'est que tout n'est pas fait d'un coup comme ça, mais ils arrivent petit à progressivement. Une judaïsation d'Al-Quds. Oui. Monsieur Badis Renissa, est-ce que vous pensez que un petit peu c'est la tendance Ben Gvir qui s'installe aujourd'hui et qui s'installe avec beaucoup de force, puisqu'il le montre, il ne s'en cache pas. D'ailleurs, il tweet pour dire que de toute façon, il n'y a rien qui nous empêche d'aller vers l'esplanade d'Al-Aqsa, même pas le Hamas. C'est une réponse à Al-Hamas. Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre de comportement verse un petit peu dans ce plan du grand Israël
d'Israël dans ce plan religieux surtout, à savoir donc qui commence par la judaïsation, l'épuration ethnique, religieuse, de tout ce qui respire un petit peu les Arabes de 48, et je parle des Palestiniens. Écoutez, au-delà de la judaïsation, vous me permettez d'employer un mot, enfin que j'ai employé plusieurs fois sur votre plateau, la sionisation quasiment en fait de la Palestine et de même de Carrément. la région. Donc il y a un projet derrière, encore une fois, pernicieux, je pense aujourd'hui qui va s'accélérer si rien n'est fait, encore une fois, pour stopper justement cette vague scélérate, à savoir cette mouvance extrémiste, encore une fois, plus virulente, plus violente aussi. Rappelons-le qu'à ce jour, à mi-décembre, nous sommes quasiment à plus de 150 Palestiniens assassinés, parfois de sang-froid. Donc il y a une violence extrême, aujourd'hui réconfortée par une espèce de victoire politique intérieure dans laquelle, encore une fois je me répète, Benyamin Netanyahou devient qu'un petit pantin puisqu'il est dans une posture d'aplat-ventriste pour pouvoir justement redorer son image et pourquoi pas avoir des victoires politiques, mais surtout militaires. Je crains le pire, j'ai parlé de la troisième intifada, mais je crains aussi, pourquoi pas, le déclenchement d'une guerre directe, frontale avec le peuple palestinien. Rappelons que Benyamin Netanyahou a plusieurs fois s'est cassé les dents, si vous me permettez cette expression, avec les Palestiniens et les franges, en tout cas, résistantes de la Palestine. Mais encore une fois, on est dans une suite logique, si ce n'est que, encore une fois, il y a un virage très important, très dangereux, à savoir l'émergence de ce pouvoir, puisque le 29 décembre, les députés au Parlement ont voté et ont donné pleine confiance à ce gouvernement, encore une fois, qui est plus qu'une étiquette, à un cap, à un dogme religieux, à savoir la sionisation, à savoir écraser toute résistance, qu'elle soit d'ailleurs en Palestine, mais aussi dans les autres pays résistants. Nous l'avons vu à travers la résolution qui a été votée il y a quelques jours, mais surtout à travers le lobbying qu'ils exercent et la pression qu'ils exercent sur certains pays, notamment certains qui ont opté pour la normalisation parce qu'il y avait une prédominance d'intérêts sécuritaires au détriment de l'intérêt de la cause palestinienne juste. Oui. Monsieur Jacob Cohen, le Conseil de sécurité a convoqué une réunion d'urgence pour justement essayer de discuter des violations du statu quo d'Al-Aqsa. C'était prévu que ça se fasse aujourd'hui, je pense que ça sera en cours si ce n'est déjà fait. Alors selon vous, quelle décision pourrait être prise et surtout comment serait-elle pragmatique sur le terrain face à un gouvernement qui n'écoute finalement que le son de sa voix? Bon. Personnellement, j'accorde très peu d'importance, malheureusement d'ailleurs. Il faut être réaliste. Le droit international, les résolutions internationales, elles ne valent que le papier sur lequel elles sont écrites. Donc, parce que c'est le rapport de force qui compte. Il ne faut pas oublier que l'Amérique, malgré ses déclarations, l'Europe, malgré ses déclarations, sont quand même derrière Israël. Et que les grands pays comme la Chine, la Russie et l'Inde sont quand même des partenaires, disons, pragmatiques d'Israël. Donc, je ne crois pas qu'on puisse adopter une résolution, disons, obligatoire avec des sanctions à la clé. Donc, il y aura une déclaration qui n'engagera personne. Je rappellerai que là, il y a déjà eu une résolution du Conseil de sécurité en 1969, la résolution 242 pour l'évacuation des territoires occupés, et qui n'a servi à rien. Donc en fait, il faut peut-être, ce n'est pas vain d'aller devant ce genre d'organisation, mais il faut peut-être penser à d'autres formes de lutte contre l'occupation sioniste. Oui. Moi, je pense que c'est la légitimation même du sionisme en tant que puissance qui ne peut pas faire la paix dans cette région et qui est source de guerre et de violence. C'est le combat à mon avis, qu'il faudrait mener et qu'il faut abandonner l'idée d'un État palestinien qui ne sera jamais accordé. Voilà. Tout ce que les Palestiniens peuvent avoir, c'est un Bantoustan sur 20-30% de la Cisjordanie, totalement sous contrôle israélien. Alors, il vaut mieux renoncer à ce Bantoustan et se battre comme en Afrique du Sud, un homme, une voix. Et je pense que ça sera beaucoup plus... Et ça rendra les Israéliens des occupants, de vrais occupants. Et je pense que vis-à-vis de la communauté internationale, ça aura des répercussions beaucoup plus fortes.
Alors, je ne sais pas si vous avez suivi quand même, M. Jacob Cohen, que depuis quelques temps, pour ne pas dire depuis quelques mois, et ça a commencé déjà après le Ramadan, les arrestations, la répression, les incursions à Naplouse, dans les camps de réfugiés, à Jenin, les assassinats de sang-froid, et on l'a vu, le jeune adolescent qui a été assassiné de sang-froid. Je pense qu'il n'y a pas eu d'écho, il n'y a pas eu de suite. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, et vous le disiez tout à l'heure, que cela va, la politique de répression israélienne va toujours progressivement. Alors la judaïsation également, puisque de toute façon on l'a vu aussi dans la région d'Al-Quds Est, où les habitants de 48, les Palestiniens qui n'ont pas quitté leur maison, aujourd'hui font face à une répression sans pareil pour pouvoir les extraire de chez eux et bien sûr ramener d'autres collants sur le terrain pour judaïser. Alors vous parliez justement de morcellement. Peut-on craindre aujourd'hui qu'avec cette arrivée de l'extrême droite, que le processus soit encore plus accéléré, disons-le? Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'en fait, les sionistes sont des gens pragmatiques et réalistes. C'est-à-dire, ils n'ont jamais cherché à annexer, par exemple, ou à faire des choses qui ébranlerait la confiance de la communauté internationale. En fait, c'est du grignotage. Je rappelle que le nombre des colons est passé au moment des accords d'Oslo de 150 000 à 800 000. Donc, ils ont intérêt à garder une population palestinienne pacifiée et soumise parce que c'est une main-d'œuvre docile. Qui c'est qui construit dans les colonies? Qui travaille dans les colonies? Ce sont les Palestiniens. Donc en fait, ils ont intérêt à maintenir cette fiction d'une autorité palestinienne qui contrôle sa population et en même temps une population docile, mais qui n'aura aucune perspective, disons, d'une quelconque autorité indépendante. En fait, le changement actuel, c'est que l'autorité palestinienne n'aura plus de perspective d'un État palestinien. On leur a fait comprendre. Avant, il y avait une espèce d'illusion, de fiction. Mais oui. On laissait nourrir l'espoir. Voilà. Aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi? Parce que pour ces juifs, pour ces nouveaux sionistes, si vous voulez, la Cisjordanie, c'est le cœur d'Israël tel qu'a été promis par la Bible. En fait, c'est pas Tel Aviv. C'est pas Haïfa, donc c'est Naplouse qu'on appelle Shrem, c'est Hébron, là où sont les tombeaux des patriarches. Donc en fait, il y a une mythologie qui renaît et qui est très forte en Israël en ce moment, c'est qu'il y a une mythologie qui renaît de ces territoires qui étaient cités dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et qu'il y a une espèce de retour à cette terre qui est considérée comme le vrai berceau du sionisme. C'est ça qui rend à peu près toute coexistence ou toute solution impossible. Donc on revient, comme je le disais, M. Jacob Cohen, à cette vision religieuse qu'on reprochait pour les musulmans lorsque les Palestiniens étaient défendus et qu'on reprochait un petit peu au monde arabe de défendre le Palestinien, non pas parce qu'ils sont palestiniens, mais parce qu'ils sont musulmans. S'ils n'étaient pas musulmans, on les aurait pas défendus. Et on voit que cette même vision qu'il reproche aux musulmans du monde entier, eh ben, il l'applique parce que de toute façon, la question reste quand même religieuse. Monsieur Badis Nissa, est-ce que cela veut dire qu'avec l'arrivée de l'extrême droite, et de toute façon même avant l'arrivée de l'extrême droite, la solution à deux États est enterrée, si elle ne l'est pas déjà avant? Non, je pense que c'est un gouvernement qui va jouer sur la carte de l'affrontement, si vous voulez, qu'il soit d'ailleurs politique, interne ou même externe en affaires étrangères. Vous avez vu rapidement la réaction de l'ambassadeur de l'entité sioniste à l'ONU suite à la résolution votée le 30 décembre. Il parle d'une légitimité absolue, historique, pour pas parler de terre natale. Donc effectivement, on revient un peu à l'exégèse de la Torah et donc en projection in fine à vouloir, je dirais, s'accrocher
corps et âme à cette terre, donc quitte à être encore plus violent et plus virulent que par le passé. C'est ça ce qui m'inquiète, encore une fois. Donc c'est un gouvernement qui n'aura comme langage, malheureusement, que la violence. C'est bon, effectivement, aux Nations Unies, c'est bon on va dire aux États, qu'ils soient d'ailleurs les États arabes ou les États de l'Occident, à devoir mettre un terme à cette dérive, encore une fois, ça va s'accentuer, encore une fois, et qui va converger vers, comme nous l'avons vu par le passé, à l'isolement davantage du peuple palestinien et de la cause palestinienne, encore une fois. Mais toujours est-il, c'est là où il faudra peut-être une réflexion approfondie, à savoir les mécanismes. Vous avez parlé tout à l'heure de la résolution, certainement de la résolution aussi du 30 décembre, qui effectivement donne pour mission à la Cour internationale de justice à vouloir exprimer un avis consultatif entre parenthèses. Certes, là, pareil, je reste un peu dubitatif pour la première fois, à savoir c'est mi-figue, mi-raisin, puisque nous savons pertinemment que les résolutions se répètent et se succèdent et toujours sans résultat. Encore une énième résolution, effectivement, qui met en exergue, en tout cas qui aura pour mission de mettre en exergue les conséquences juridiques de cette occupation. Mais la question qui se pose, et elle est fondamentale, l'occupation, elle est évidente aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de donner à un juge de reconsidérer un tueur en série dans la légalité de ces assassinats. Donc aujourd'hui, il y a un génocide, il y a un peuple en prison à ciel ouvert, il y a des persécutions, il y a même, encore une fois, un projet qui je dirais, expansionniste, qui touche encore d'autres pays dans leur sécurité, dans leur propre sécurité aujourd'hui. Donc oui, cette résolution, elle est mi-figue, mi-raisin, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que ça permet peut-être, suite à cet isolement, de peut-être repolariser l'attention de la cause palestinienne et la rendre comme question centrale. Et là, je reviens un peu, peut-être, si vous me le permettez, aux accords d'Alger qui, effectivement, à l'issue du sommet arabe tenu à Alger le 1er novembre, qui mettaient justement la question palestinienne, ou en tout cas qui préconisaient vivement de remettre la question palestinienne au centre des débats internationaux, mais surtout au centre du débat des Nations Unies. Et là, on pourrait effectivement avancer efficacement avec une volonté politique, une volonté des États, encore une fois, dénuée de tout intérêt quelconque, à savoir du troc ou même de l'intérêt sécuritaire comme certains pays voisins. Mais je dirais la balle est dans le camp aujourd'hui des Nations Unies, mais surtout du monde arabe. Oui. Monsieur Jacob Cohen, pourquoi pensez-vous qu'à chaque fois qu'il y a violation justement du statu quo d'Al-Aqsa, cette affaire est transformée comme on minimise un petit peu de cette valeur, parce qu'on dit que c'est une affaire entre Ben Gvir, le gouvernement d'extrême droite, et le Hamas, alors que ça dépasse de loin le Hamas. Pourquoi veut-on réduire la question, puisque de toute façon dans son tweet, juste après sa prise d'assaut, il a dit, et je reprends les propos de Ben Gvir, que je suis membre donc de ce pays et qu'il ne se soumettra pas à une organisation, je cite, méprisable et meurtrière, en parlant de Hamas. Non, parce que le Hamas, il a une façon de répliquer, c'est-à-dire de recréer une guerre de roquettes ou de fusées ou de missiles. Voilà. Une forme de résistance. Voilà. Et donc, oui, et donc de relancer une guerre israélo-gazaoui, qui durera quelques jours parce que le rapport de force est tel, mais qui allumerait la région. Et donc, en fait, il s'adresse au Hamas parce que le ministre sait que le seul mouvement qui peut vraiment créer l'étincelle et donc l'incident ou la violence ou la résistance, enfin comme on veut, c'est le Hamas. Donc, il lui envoie un message pour lui dire, attention, que si vous bougez, nous avons les moyens de répliquer, etc. Oui. Donc, en fait, c'était plutôt... Parce que, on sait très bien que l'autorité palestinienne ne bougera pas, qu'aucun pays arabe ne bougera pas, sauf de manière... Ni le Hezbollah, sauf de manière verbale. Mais il n'y a que le Hamas qui peut tenir tête, quelque part. Voilà, dans le passé, il a fait moins, oui. Il a suite à des incidents à Jérusalem, etc., il a lancé
une espèce de guerre de missiles, etc., qui avait abouti à des violences généralisées qui duraient quelques jours. Le rapport des forces étant tel que ça ne pouvait pas aller plus loin. Plus loin, oui. Qui avait ébranlé la région, et donc c'était un message pour le Hamas. Oui, merci beaucoup, Monsieur Jacob Cohen, pour avoir donc éclairé notre lanterne, d'avoir participé à l'échange. Monsieur Jacob Cohen, je rappelle que vous êtes écrivain et militant anti-sioniste. Merci également à vous, Monsieur Badis Renissa. Vous êtes expert en questions internationales et président de Think Tank Émergence. Messieurs, merci de nous avoir enrichis. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Politique. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.